Oh, thank you for being here tonight. I hope you had a good time. Meet some people that I know. Well, I hope you rocked it tonight. Oh yeah. Alright. Get along. Rock it tonight. Well, yeah, the way I discovered Zen La façon dont j'ai practice découvert la was, pratique let's du say, zen a sans because doute un rapport I avec le fait d'avoir passé une partie de probably mon had to enfance do en with Afrique. growing up partly in Africa that I was exposed J'ai été to exposé à pas a mal lot de of cultures Indian culture indiennes, because I parce lived qu'il y a in beaucoup East d'Indiens en Africa Afrique de where l'Est. a lot of Indian people live. So I saw that Donc, sort of je voyais ce genre cultural imagery d'imagerie and et tous ces things trucs all over un peu the partout dans la city, ville. here and there. I think that's Et what je planted crois the que seed. c'est un And peu ce then qui a when planté la I graine chez was moi. in my teens, I just Et started puis à really wanting to l'adolescence, learn about je me what suis mis à vouloir the vraiment true comprendre meaning of le life vrai sens de la vie. was. And probably Et this was because c'est sans doute aussi in my parce family que there's a dans ma famille, genetic il y a disorder une maladie that génétique that qui affected two a of my affecté aunts deux de mes had already tantes they were qui already étaient very déjà sick, malades and à my mother l'époque, was getting sick, and then et ma mère there was this aussi idea that était malade. if I also inherited the Donc, same on se gene, I disait would que be si moi dead aussi by the j'avais time I hérité de was ces gènes, 35 or ben, 40 je years serais old. peut-être mort à So I was 35 ou very 40 kind of ans. keen to Donc ça m'a understand the meaning poussé à of life, vouloir and I had comprendre no le sens de la religious vie, mais j'avais aucune éducation background. So I went to religieuse. some churches, and I Donc was je very me suis mis à disappointed with fréquenter them, des and I went églises to qui the m'ont Hare Krishna déçu, avant movement, d'aller and I voir was les Hare really Krishna, disappointed qui with m'ont them. aussi déçu. And when I was in Et quand je university, I suis took a entré à class. l'université, I just je me saw this suis class inscrit à called un Zen cours Buddhism intitulé on Bouddhisme a Zen, list of courses you parmi could un take. tas de cours qu'on pouvait So choisir. I thought, okay, I'll see Et je what me Zen disais Buddhism que j'allais is voir ce que about. c'était que le And bouddhisme I was zen. just Et ça m'a amazed by stupéfié. it. The very first day of Au tout premier class, the cours, teacher read l'enseignant nous this a very lu un short petit texte scripture, qui a s'appelle le Zen Sutra scripture du called the cœur. Heart Sutra. And Et I just je me thought, oh, suis dit, that oui, sounds so voilà, right. I was ça c'est very, vrai. I remember being very Je me convinced that it souviens was right, but d'avoir été also profondément I didn't convaincu que understand c'était vrai, what the Heart même Sutra si was je about. comprenais pas de quoi ça parlait. I couldn't make any sense Je out of it. comprenais It was a very pas parce strange que sort of c'est piece of writing. un texte très bizarre. And he taught the teacher Et who le taught that prof class qui donnait ce taught, cours Zazen, enseignait aussi Zazen, practice, the meditation practice that la we do. pratique So I méditative started qui est la doing it. nôtre. Well, you know, and I was Je devais 19 or avoir 20 years old. I'm not 19 ou really 20 ans sure quand je m'y suis exactly mis. what year it was. Je suis pas très sûr de quelle And, année c'était, basically, mais I did it en gros, for the rest of my life. je m'y I suis ended up tenu pour le moving reste to de ma vie. Japan, and then Et j'ai fini I par found a déménager au teacher Japon, there. où j'ai rencontré un I maître. didn't move to Japan for Je suis Zen, pas allé though. au I moved to Japon Japan pour ça because pour I got a autant. job as an En fait, j'y English suis allé teacher. parce que j'avais And décroché un then, poste but de I prof found a Zen d'anglais. teacher over there, Et and par he la was the suite, j'ai one rencontré un who maître wanted zen me to et il ordain a as a insisté monk. pour que je me fasse So I ordonner, did, que je me fasse moine. Et c'est and ce que then I j'ai wrote fait. Et books about it. maintenant, j'écris des That's livres the là-dessus. short version. Nishijima Roshi was my teacher, obviously, and he was. Nishijima Roshi he's était mon most maître, famous bien for sûr, et translating il this est surtout book called célèbre pour avoir Shobogenzo traduit en into anglais le English. Shobogenzo. And it's a very, very long C'est un book, très gros and livre, only one person et had il n'y avait qu'une translated seule it, the personne entire thing jusque-là into qui English l'avait before traduit him, and en that anglais, translation was a little et bit la traduction just n'était not pas that très great. bonne. So Donc, really, you can almost on peut consider presque Nishijima Roshi to considérer be the que first Nishijima Roshi true est la première translation personne of à avoir Shobogenzo, traduit the en full anglais thing le into English. Shobogenzo So dans he son was, intégralité. but at the time that I Mais quand met je l'ai him, he had only rencontré, published one il avait volume. publié It's qu'un 4 seul volume volumes. sur 4 du So Shobogenzo, he wasn't donc il quite n'était so pas aussi famous célèbre qu'aujourd'hui. by then. And he just did these Zen classes that Et he il donnait had des cours every sur le Saturday zen afternoon, tous les samedis and I après-midi, mostly took them et je m'y because étais inscrit surtout time parce que was les convenient. horaires I m'arrangeaient wasn't bien. really so Mais much je m'intéressais interested pas vraiment à lui in him en tant que personally, at personne, least not enfin, in the en beginning. tout cas au début. But one thing that really, a lot of things Il changed y a my beaucoup de mind choses qui about m'ont him, fait but I changer d'avis sur lui par la remember suite, one et il y a un incident incident in en particular particulier. where he Un jour, started il a off commencé son cours en just kind of discutant chatting de with us manière at the informelle beginning avec before he nous, did his lecture, and he said, et il nous a dit, as I was coming over en here, venant ici, I saw this j'ai group of rencontré un groupe de girls who were filles dressed very habillées de façon très strangely, étrange. and this is the Et on était dans 1990s les in années Japan. I 90. forget the Et au name of this Japon, et il y avait fashion, cette but mode there's dont this je me kind rappelle of pas le weird nom, fashion that mais il y was avait cette mode spreading through bizarre Japan, qui se and répandait you au see these Japon. books Et aujourd'hui, about it il y a these ces livres days, sur at le least in sujet, America, en tout cas en probably Amérique, in Europe mais as sans well, doute aussi these en Europe, Harajuku sur ce style style. Harajuku Harajuku. is
Harajuku, c'est la gare ferroviaire où il y avait tous ces jeunes qui aimaient se rassembler avec des vêtements très voyants, très exubérants. Donc on était avec ce vieillard qui portait les robes zen et qui a le crâne rasé. Et je m'attendais à ce qu'il nous dise quelque chose comme oh là là, quelle honte, la culture du Japon, paravolo, ou quelque chose comme ça. Je m'attendais à quelque chose de très négatif. Et à la place, il s'est montré très positif. Et il a dit ça m'a donné l'impression que les Japonais commencent enfin à comprendre leur véritable identité et à s'exprimer en tant qu'individu. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il n'est pas comme j'imaginais qu'il serait. Et il me surprenait souvent en ayant ce genre d'attitude vis-à-vis de choses comme ça. Et comme moi, je viens de la scène punk, ça faisait du bien d'entendre quelqu'un parler comme ça. Parce que, bon, je m'habillais pas comme ça à l'époque où je le voyais. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais un style un peu punk. Tsuburaya Productions, c'est une entreprise qui existe toujours, mais aujourd'hui, elle est très différente de ce qu'elle était quand j'y travaillais. Et il faisait des films de monstres japonais. Si tu connais Godzilla ou des films du genre, Eiji Tsuburaya est la personne qui a en quelque sorte créé Godzilla. Bon, il y a quelques polémiques pour savoir s'il a créé Godzilla tout seul ou bien... Enfin, il y a des discussions là-dessus, mais c'est définitivement l'un des créateurs de Godzilla. Donc il a lancé sa propre boîte et il s'est mis à faire cette émission de télé qui s'appelle Ultraman. Et Ultraman, c'est le prédécesseur des Power Rangers. Je crois que les Power Rangers sont connus dans le monde entier. Et Ultraman était très populaire en Asie, mais pas tellement dans les autres continents. Et je connaissais cette boîte depuis longtemps parce que j'étais un fan de ce genre de film et je regardais Ultraman quand il passait à la télé aux États-Unis quand j'étais gamin. Et j'adorais cette émission. C'était un peu comme des films miniatures de Godzilla. Chaque épisode durait une demi-heure et Ultraman était un super-héros géant qui se battait contre des monstres du genre de Godzilla. Bon, en fait, c'était des gars avec des costumes en caoutchouc qui se battaient dans des maquettes de villes. Mais ce que je faisais pour la boîte, à l'origine, qu'est-ce que je faisais? En fait, je suis arrivé et je crois que mon titre officiel, c'était traducteur, même si j'ai pas fait tant de traductions que ça. En fait, je faisais plutôt du marketing pour eux. Et si jamais ils avaient besoin s'ils avaient besoin d'un texte écrit en anglais pour faire la promotion du texte à l'étranger, alors je m'en occupais, des trucs comme ça. Mais le plus intéressant, c'est que comme j'étais le seul anglophone de naissance qui était là, je faisais toutes sortes de choses que je pouvais faire parce que j'étais blanc. S'ils avaient besoin d'un Américain dans l'une des émissions pour un petit rôle, alors ils me demandaient de passer au studio et de passer la journée là-bas et de jouer un petit rôle dans la série. Et donc j'en ai fait quelques-uns de ces rôles et dernièrement je les ai tous mis sur YouTube. Enfin, pas tous, parce que je les ai pas tous retrouvés. Mais j'en ai fait assez pour qu'il y ait un livre publié au Japon qui recense toutes les personnes qui sont apparues dans Ultraman et que mon nom y apparaisse. Donc c'est plutôt cool d'être dans ce livre. Mais bon, à la base, je faisais surtout du marketing. Parfois, je me demande aussi pourquoi je pratique encore 30 ans plus tard. 35 ans maintenant. Donc, oui, pour te répondre, c'est marrant parce que en débutant, je pensais que je trouverais une réponse. Et d'une certaine manière, j'ai trouvé une réponse. Et d'une autre, j'en ai pas trouvé. La réponse que j'attendais, c'était une sorte de truc absolu. Je sais pas vraiment ce que je m'étais imaginé, mais je croyais qu'au bout d'un moment, j'aurais une connaissance absolue de ce qu'est exactement l'univers et de ce qu'est ma position dans cet univers. Mais ça s'est pas passé comme ça. Tu sais, en fait, ça se passe d'une manière plus intuitive, où on a l'impression de... En fait, je comprends que ce que je vois et que ce dont je fais l'expérience comme monde est une sorte d'illusion. Mais pas une illusion comme un tour de magie ou une hallucination.
même si on peut sûrement faire quelques parallèles avec une hallucination. Et c'est plutôt, voilà ma façon de percevoir le monde, mais ça ne veut pas forcément dire que le monde est exactement tel que je le perçois. Et ce que j'en suis venu à ressentir avec le zen, c'est une connexion vraiment très profonde avec tout ce qui existe. La philosophie zen dit dès le départ qu'on est connecté avec tout, qu'on n'est pas juste un individu séparé. Mon maître disait quelque chose qui m'a répété quelques fois, mais que je ne comprenais pas au début. Ma personnalité s'étend dans tout l'univers. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'il raconte? Et mon autre professeur, le premier professeur, l'américain, m'a dit, c'est plus toi que tu ne pourras jamais l'être. C'est-à-dire que l'univers est davantage toi que tu ne pourras jamais l'être. Et je m'étais dit que c'était des trucs bizarres qu'il racontait, mais je les ai gardés dans un coin de ma tête. Et j'ai pratiqué, et au bout d'un moment, c'est comme si ça avait jailli d'un seul coup. Ça s'était développé pendant des années, mais c'est sorti d'un seul coup. Et un jour, je suis passé du stade où je ne comprenais pas ces phrases que m'avaient dites mes maîtres, au stade de me dire « Ah, je sais exactement ce que ça veut dire. Je comprends exactement ce que veut dire, c'est plus toi que tu ne pourras jamais l'être. » Mais je comprends aussi pourquoi il l'avait dit de façon aussi bizarre, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de le dire. Tout ce qu'on peut dire d'autre là-dessus, ça fait que rendre le sens moins clair. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est donner des pistes. Donc j'ai pratiqué et il s'est produit quelque chose. Tu sais, c'est marrant, je ne crois pas en avoir parlé dans Lettre à un ami mort, mais dans deux de mes livres, Hardcore Zen et There is no God and He is always with you. Et j'ai essayé de décrire ce moment où tout a basculé et je crois que je me suis très mal pris les deux fois. Mais une des choses qui m'intéresse, et peut-être, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais je vais quand même en parler. Je ne sais pas en quelle année ça s'est passé. Je sais que c'était sans doute à la fin des années 90. Mais on se dit que quand il nous arrive quelque chose d'aussi marquant, on pourrait facilement faire un rond sur le calendrier, entourer le jour et se dire « c'était ce jour-là ». Et c'était tellement... Mon maître m'a dit que ce genre de moment donne l'impression d'être hors du temps. Donc, il n'y avait plus de temps pour moi. Donc, voilà ce qui m'est arrivé. Et quand on vit ce genre de moment, on pourrait se dire « Ok, c'est bon, c'est fini maintenant. J'y suis arrivé. » Mais c'est pas comme ça. Il faut continuer d'avancer. Et c'est aussi... Notre esprit a tendance à nous éloigner de ces instants. Donc, il faut continuer à pratiquer pour pouvoir garder ça en soi, année après année, jour après jour. Et donc, voilà pourquoi je pratique. C'est pour essayer de garder une connexion avec quelque chose qui m'a paru très important et très profond. Je faisais déjà partie d'un groupe de punk rock hardcore quand j'ai commencé la pratique du zen. Un groupe qui s'appelle Zero Defects. Et je me suis intéressé au punk sans doute pour les mêmes raisons que celles qui m'ont amené au zen. Parce que j'étais... tu sais, quand j'étais ado, je me suis mis à la guitare et j'avais un groupe au lycée. Et je m'intéressais beaucoup à la musique. Mais à l'époque... On aurait dit que toute la musique était complètement vide. Tu sais, toute la musique pop, enfin comme toujours à toutes les époques. Mais moi, ça me paraissait particulièrement mauvais. Donc, j'avais un peu l'impression qu'il n'y avait plus de bonne musique, que le rock était mort. Et quand j'ai vu le groupe Zero Defects, ils existaient déjà avant que je les rejoigne, ils avaient un autre bassiste. J'ai trouvé ça incroyable, parce que c'était le groupe de punk hardcore le plus fou de tous. Et je me suis dit qu'ils faisaient quelque chose d'authentique et de sincère en musique. Et quand j'ai su que leur bassiste les quittait et qu'ils en cherchaient un autre, je me suis dit « Ok, je vais les rejoindre ». Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le groupe. Et pendant un moment, j'ai l'impression que ça a duré plus longtemps, mais je me suis rendu compte par la suite que ça avait duré qu'environ 1 an. Mais pendant 1 an, j'ai été très engagé dans le punk, comme si c'était ce qui allait changer le monde.
Mais par la suite, j'ai trouvé ça assez décevant parce que il y a plein de gens qui venaient à nos concerts seulement pour commencer des bastons ou pour se bourrer la gueule et ils en avaient rien à faire du message ou de la musique. Donc, petit à petit, je me suis éloigné du punk et je me suis mis au zen en me disant que le zen est en quelque sorte le punk rock de la spiritualité, dans le sens où il tente de tout pousser le plus loin possible. Toutes les autres formes de spiritualité que j'examinais auparavant semblaient avoir une limite. Elles s'arrêtent à un certain point et elles disent « nous croyons ceci et nous faisons cela de telle manière ». Mais dans le zen, on dirait qu'ils poussent les choses toujours plus loin et remettent en question leurs propres textes. Comme par exemple dans le Sutra du cœur dont j'ai parlé que mon prof avait lu à mon premier cours de zen. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, ils remettent en question les bases mêmes du bouddhisme. Donc, c'est un peu comme si on trouvait un chapitre dans la Bible qui disait « Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer ». On se dirait « Quoi ? Qu'est-ce que ça fait dans la Bible, ça ?» Donc voilà, le Sutra du cœur, par rapport au bouddhisme, il rejette en quelque sorte toutes les croyances fondamentales du bouddhisme. Et pourtant, il fait partie de la tradition bouddhiste. Et à ce moment, je me suis dit que c'était incroyable. C'est comme le punk, on essaie de détruire la chose même dont on fait partie. Et ça m'a beaucoup attiré. Donc voilà le rapprochement que je peux faire entre le punk et le zen. Oui, j'ai appelé cette personne Marky Moon dans le livre, mais c'est un peu bizarre pour moi de l'appeler comme ça parce que c'est pas son vrai nom. Mais si j'ai changé son nom, c'est parce que je voulais pas impliquer trop de personnes, donc j'ai choisi de lui donner un autre nom. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment existé. C'est un gars que je connaissais du lycée et il faisait partie de la même scène punk que moi. Et on avait même partagé une maison pendant 2 ou 3 ans quand on était plus jeunes. Donc je le connaissais assez bien. Et à 48 ans, il a eu un cancer. Et je suis allé le voir 2 fois, non, 3 fois, pendant sa maladie. Et chaque fois que je le voyais, il avait l'air d'aller bien. Parce qu'avec le cancer, c'est comme ça. On a de bons jours, on a de mauvais jours. Mais la dernière fois que je l'ai vu, son docteur avait dit que le diagnostic était mauvais et qu'il avait plus longtemps à vivre. Et puis je suis parti en tournée en Europe. Et j'étais en Allemagne et je lui avais envoyé des emails, quelques-uns pendant la tournée, mais quand j'étais en Allemagne, j'ai appris par quelqu'un qu'il connaissait qu'il était mort. Il l'avait emmené à l'hôpital et il s'en était pas sorti cette fois. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et je faisais quelque chose que je fais quand je suis en tournée, c'est-à-dire que j'ai un petit carnet sur moi et puis au fil des journées, j'écris des choses qui me sont arrivées et parfois je les réutilise plus tard pour des livres.
Et ce jour-là, juste après avoir entendu qu'il était mort, j'étais à Hambourg, en Allemagne, et je suis allé dans une pizzeria juste pour manger quelque chose. Et j'étais assis dans cette pizzeria, et j'ai écrit mon entrée de la journée dans ce petit carnet. Et j'ai un peu arrêté d'y penser jusqu'à quelques années plus tard, quand j'ai revu cette entrée qui ressemblait à une lettre. Et c'était presque... Enfin, j'ai pas écrit « Cher Marquis » comme dans le livre, mais le premier chapitre du livre est presque tiré directement, j'ai dû changer quelques détails, mais est presque tiré directement de ce que j'avais écrit dans ce journal. J'ai juste dû le taper sur mon ordinateur. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais cette relation de proximité avec lui. On avait pratiquement le même âge, il était un tout petit peu plus jeune que moi. Et on avait partagé beaucoup de choses. Et il savait sans doute que je pratiquais le zen et que je m'intéressais à cette philosophie un peu bizarre et à tout ça, et que j'avais des livres sur le sujet. Mais on n'en avait jamais parlé. C'était quelqu'un, pourtant, qui avait une vraie profondeur d'esprit, qui s'intéressait aux choses philosophiques et au sens de la vie, à tout ça. Et je me suis dit que j'avais eu cette occasion, mais on n'avait jamais... Parce qu'on n'avait pas une relation comme ça. C'était pas mon étudiant, c'était mon ami. C'était quelqu'un que je connaissais bien avant de m'intéresser au zen. Donc j'ai décidé d'écrire une série de lettres qui lui sont dédiées pour expliquer en quelque sorte pourquoi je me suis intéressé au zen. Et ce qui était plutôt dur, c'est que quand je savais qu'il allait mourir, je me demandais tout le temps si on aurait pu avoir une conversation sur le sens de la vie. Parce que, comme j'ai dit, je lui avais rendu visite quelques fois au moment de sa maladie. Mais je voulais pas... tu sais, j'aime vraiment pas ce genre de personnes qui vont parler de leur religion aux autres. Et je trouve que c'est vraiment affreux de faire ça à quelqu'un qui est sur le point de mourir. Tu sais, c'est quelqu'un qui est jeune et il sait qu'il va mourir d'une maladie atroce. Et je me voyais pas arriver à lui dire « Tu as entendu parler de la bonne nouvelle du zen ?» ou quelque chose comme ça. Donc, je préférais attendre de voir s'il me demandait d'en parler. Et s'il m'avait demandé, on en aurait parlé, on aurait eu cette conversation. Mais il l'a jamais fait et je voulais pas aborder le sujet. Mais maintenant, il est mort et c'est trop tard. J'ai décidé d'écrire toutes les choses que je lui aurais écrites. Et je crois que je m'en suis pas trop mal tiré. Bon, je veux pas me vanter au sujet du livre, mais je savais pas si ça marcherait en tant que livre. Mais quand j'ai écrit le premier brouillon du livre, tout était exactement comme je l'aurais écrit directement à cette personne. Et puis, quand j'ai pensé à le publier, j'ai dû changer quelques détails, mais pas grand-chose vraiment. Donc c'est vraiment très proche de la façon dont je l'aurais formulé si j'avais pensé qu'il pouvait me lire. Et qui sait, peut-être qu'il peut lire les lettres, je sais pas. Mais en tout cas, voilà l'origine du livre. Yeah, I think so. That's exactly what got me out of the punk rock. C'est exactement ce qui m'a fait me retirer du mouvement punk. Parce qu'au départ, je croyais qu'on allait au cœur du problème, mais je crois qu'il y avait des personnes dans le mouvement qui comprenaient les problèmes plus profonds de la société et qui tentaient de s'en occuper. Mais je crois que la plupart y étaient parce que c'était une mode et ils voulaient s'amuser. Mais je crois que le zen est plus intéressant à cet égard, parce qu'il va au cœur du problème comme étant, si on va être un peu philosophe, le faux sentiment de soi. Et c'est l'une des premières choses enseignées par le Bouddha. Il n'y a pas de soi. Et en fait, récemment, j'ai beaucoup étudié ça parce que le mot qu'il utilise est Atman. Et Atman, c'est pas la même chose que self en anglais ou le soi en français. C'est un peu différent, mais on y retrouve cette idée d'individualité. Le fait que je suis cet individu et que cet individu doit obtenir tout ce dont il a besoin et qu'il ne devrait se préoccuper de rien d'autre et que c'est la somme totale de ce que je suis. Et dans le zen, on trouve l'idée que c'est pas la somme totale de ce qu'on est. Et en fait, ça n'existe même pas, le soi. L'impression d'un soi personnel, c'est qu'une sorte d'illusion,
dans laquelle on croit presque tous dans le monde. Mais c'est une illusion. C'est qu'une sorte d'aspect superficiel de notre vrai soi qu'on a gonflé en pensant que c'est tout ce qui compte. Et le cœur du problème, c'est d'essayer de laisser tomber tout ça. Et en théorie, un bouddhiste pourrait dire que si suffisamment de gens pouvaient renoncer à cette idée, ne pas s'y agripper aussi fermement, alors tout le monde serait plus heureux, on aurait un monde meilleur, on pourrait mieux coopérer les uns avec les autres, et on ne serait pas toujours dans la compétition entre nous, à essayer de se disputer pour savoir qui est plus fort que l'autre, et ainsi de suite. Je crois que le bouddhisme fait partie d'une sorte de mouvement plus général au sein de l'humanité qui essaie de nous rendre meilleurs. Et quand j'ai commencé à pratiquer le zen, ce qui m'embêtait chez Nishijima Roshi, c'est qu'il était très optimiste. Il croyait sincèrement que le monde était en voie d'amélioration et que son mouvement, le zen, allait contribuer à créer un monde meilleur. Et moi, je me disais, mais quelle andouille, tout va mal. Et puis je me suis dit, bon, voilà quelqu'un qui a vécu la Seconde Guerre mondiale au Japon, et ça devait être un vrai enfer. Mais il n'en parlait jamais. Et pourtant, il avait même été, comme tous les Japonais de son âge, les hommes, à l'époque, il avait été dans l'armée. Et heureusement pour lui, il était stationné quelque part où il ne s'est rien passé. Mais il est parti de chez lui, et quand il est rentré, il n'y avait plus rien. Toute la ville avait été rasée. Mais il ne parlait jamais de ça. Il voyait le bien dans l'humanité et le potentiel de l'humanité pour s'améliorer. Et même après avoir assisté à la guerre, quand il était adolescent et jeune adulte. Donc je me suis dit, si quelqu'un peut garder une vision optimiste de la vie après avoir traversé tout ça, alors qui suis moi pour aller dire qu'il a tort? Donc moi aussi je suis devenu plus optimiste et j'ai l'impression que même s'il y a beaucoup d'exemples de choses qui nous ramènent en arrière, on continue de progresser un peu, on recule un petit peu, mais on progresse encore avant de reculer un peu, et ainsi de suite. Mais le mouvement d'ensemble va vers une amélioration. Et je crois que ça nous demande beaucoup de travail à nous tous pour s'assurer que ce progrès continue. Et j'ai l'impression que la tradition zen peut faire partie de ce mouvement. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure façon de s'y prendre. Oui, je crois qu'il y a une sorte d'équilibre dans le monde, dans l'univers, et qu'on peut s'y aligner grâce à la méditation. En fait, la méditation, c'est une sorte de terme plus large que Zazen. Zazen, c'est un peu plus spécifique. Mon maître parlait de la loi de l'univers. C'est ce qu'il avait l'habitude de dire. Je ne suis pas très fan de cette façon de le dire. Je comprends ce qu'il voulait dire par la loi de l'univers, mais ça fait un peu penser à une règle ou quelque chose comme ça. Mais il s'agit plus d'essayer de trouver ce que l'univers veut de nous. Ça peut paraître un peu New Age, un peu bizarre, mais je crois qu'on a tous un certain rôle à jouer dans l'univers. Et la façon dont j'aime le voir, c'est un peu comme un puzzle. Tu sais, si c'est un puzzle, alors chaque pièce va avoir une certaine forme, une certaine taille, une couleur, qui va lui permettre de compléter le puzzle. Et je crois que c'est un peu notre rôle dans l'univers. On doit tous avoir une sorte d'individualité qu'on apporte aux choses, et qui est comme notre forme, notre couleur, notre dimension. Et c'est comme ça qu'on s'ajuste au puzzle qu'est l'univers et qu'on le complète. Et je crois que l'erreur que font beaucoup d'entre nous, c'est de vouloir changer ça. Tu sais, on va essayer de devenir la plus grosse pièce du puzzle, ce qui est le phénomène le plus commun. Ou bien si on est une personne très portée sur la spiritualité, on va peut-être essayer de devenir une pièce parfaitement ronde, la plus claire de tout le puzzle. Et cette pièce n'est pas plus adaptée que l'autre, la grosse pièce du puzzle.
Donc, ce qu'on essaie de faire dans la pratique du zen, c'est de découvrir quel est notre rôle spécifique dans l'ordre des choses. Et le problème, je crois, et c'est peut-être là que la prajna entre en jeu, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on est censé être. On ne sait pas comme « Ah, moi je suis… » On n'a pas c'est pas comme s'il y avait une feuille de papier qui tombait du ciel pour dire « Tu es censé être… » C'est plus comme une sensation. Et c'est une sensation à laquelle il faut être attentif, instant après instant. Il faut toujours se demander quel est mon rôle à cet instant, parce que 2 minutes plus tard, ça aura sans doute changé. Donc, voilà comment je crois qu'on s'ajuste ou qu'on s'aligne. C'est un peu comme régler une radio. C'est un autre exemple. On va essayer de trouver exactement… Enfin, maintenant c'est numérique, donc c'est beaucoup plus facile. Mais comme à l'époque, quand il y avait les boutons qu'il fallait tourner pour trouver la station. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est un des aspects les plus difficiles de la philosophie bouddhiste. Kodo Sawaki, qui avait été le premier enseignant de Nishijima Roshi, je ne me rappelle pas de la citation exacte, mais il a dit quelque chose comme « Votre action est celle de l'univers ». Donc on se dit « Quoi, mon action, moi, c'est celle de l'univers ?» C'est bizarre parce que là, je fais rien de spécial, je suis assis, je suis en train de te parler, ça ne doit pas être l'action de l'univers. Mais on trouve cette idée un peu philosophique qu'on est… Mon premier enseignant, Tim McCarthy, disait « Tu es le centre de l'univers sans centre ». Et j'aime bien cette façon de le dire, parce que d'une certaine façon, on est le centre absolu de l'univers. Mais l'univers a aussi tellement de centres, un nombre infini de centres. Et chacun d'eux est le centre de l'univers. Oh, ouais, ça paraît bizarre, parce que d'habitude, quand on pense au centre, c'est un point fixe, unique. Mais dans un sens plus universel, c'est pas vraiment comme ça. Il s'étend à travers tout. Donc chaque action qu'on fait est celle de l'univers. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ses actions. Et c'est pour ça que le bouddhisme a une base éthique si importante. Les bouddhistes croient vraiment que le comportement éthique est très, très important. Mais on n'essaie pas de réparer le monde. On essaie juste de s'occuper de sa petite partie à soi du mieux qu'on peut. Shunryu Suzuki, qui a fondé le San Francisco Zen Center, disait « Il faut nettoyer son coin ». C'est-à-dire qu'il y a un coin de la pièce qui est à nous, et c'est notre coin, et on doit le garder très propre. C'est ça notre boulot, et c'est comme ça qu'on remet l'univers dans le bon sens. Et si tout le monde faisait ça, on aurait un endroit magnifique où on pourrait tous vivre. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je crois qu'on essaie en tout cas d'aller dans ce sens. C'est pas facile, ça. Dogen, il y a un chapitre de son Shobogenzo intitulé Shohaku Makusa, qui veut dire ne pas faire le mal. Il dit que la chose la plus importante dans la pratique bouddhiste, c'est de se comporter de façon éthique. Et c'est dur de dire ce qu'est l'éthique, parce que, en général, quand les gens parlent d'éthique, ils veulent parler de règles, d'un ensemble de règles, comme c'est cet ensemble de règles qu'il faut suivre. Et dans le bouddhisme, on a les préceptes, mais ils sont très ouverts, ils ne disent pas spécifiquement ce qu'il faut faire. Ils donnent juste 10 règles générales qui sont, dans la plupart des cas, la meilleure règle. La première règle, c'est ne pas tuer. Donc tu sais, celui-là, il est facile à comprendre. Mais même là, si on veut manger quelque chose, même en étant le vegan le plus strict au monde, on va devoir tuer quelque chose pour manger. Donc on est obligé de tuer des choses tous les jours. Mais on essaie de le faire de la façon la plus éthique possible. J'essaie d'écrire un livre en ce moment sur l'éthique, et j'aimerais bien creuser ce sujet, mais j'ai l'impression qu'il faut des centaines de pages pour expliquer l'éthique bouddhiste. Mais d'un autre côté, c'est aussi très simple. On peut dire, en ce moment, fais la meilleure chose possible. Tu sais, quand on fait ce qui est utile, les choses s'améliorent immédiatement.
quoi que ce soit. Et c'est difficile de dire ce que ça peut être, ça dépend de la situation. S'il faut faire la vaisselle, alors le comportement éthique, c'est de faire que les assiettes soient aussi propres que possible, tu vois. Donc c'est pas forcément quelque chose comme je veux mettre fin au racisme dans le monde ou quelque chose comme ça. Mais bon, on essaie de se comporter de façon appropriée face à toutes les situations qu'on peut rencontrer dans notre monde. C'est une contradiction, cette idée que dans le bouddhisme, il n'y a ni bien ni mal. Et Dogen parle des deux aspects. Il parle autant de la nécessité d'être éthique que du fait qu'en fin de compte, il n'y a ni bien ni mal. C'est l'un des aspects les plus difficiles à expliquer de la philosophie zen, parce que la philosophie zen, et surtout la façon dont Dogen en parle, est en contradiction permanente avec elle-même. Et certains des auteurs qui ont traduit en premier les textes zen en anglais et dans d'autres langues européennes ont essayé de régler ce problème. Ils ont essayé d'effacer les contradictions, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il était censé y avoir des contradictions, qu'on fait face à des situations contradictoires. Vu sous un certain angle, il n'y a ni bien ni mal. Tout ce qu'on fait est simplement ce qu'on est censé faire. Et on pourrait presque regarder ça de façon objective, quasiment scientifique, et dire que les pires choses qu'on puisse imaginer ont été le fruit de l'action d'êtres humains. Par exemple, si on prend les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'exemple préféré de tout le monde quand on pense à des gens atroces, si ça avait été des animaux qui tuaient d'autres animaux, alors on ne pourrait pas dire qu'il y avait un bien et un mal. Mais c'est évident que dans cette situation, il y a clairement un bien et un mal. Et le bouddhisme essaie d'avoir ces deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que si on se trouve dans cette situation-là, il y a quelque chose de bien et il y a quelque chose de mal. Mais aussi, vu de façon absolue, on oublie tout ça et il ne reste que l'action. Et donc, on essaie de se détacher de toute idée fixe de ce qui est bien ou mal. Et on essaie plutôt de voir à cet instant précis, dans cette situation, ce qu'on doit faire. Et c'est là que la prajna, pour en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, entre en jeu. C'est comme une sagesse intuitive qui nous permet de savoir instantanément ce qu'il faut faire ou non. Mais c'est difficile à faire pour des êtres humains. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on pratique Zazen. On pratique Zazen pour avoir un esprit suffisamment calme pour que lorsque cette sagesse intuitive se présente, on puisse réagir en conséquence, plutôt que de réagir à nos pensées qui surviennent et qui nous empêchent d'y voir clair.
Je ne sais plus très bien quand ça s'est passé par rapport à ma rencontre avec le zen, mais j'ai l'impression que c'était une année ou deux avant que je me mette à pratiquer. Et des gens que je connaissais pouvaient m'avoir du LSD. Donc je me suis dit, j'avais lu des livres comme Be Here Now de Ram Dass et d'autres aussi, de John Lilly, un gars qui a fait beaucoup d'expériences avec les drogues psychédéliques. Et je voulais comprendre le vrai sens de la vie. Et ces personnes-là me disaient qu'on pouvait y parvenir en prenant des drogues. Donc j'ai essayé et mon expérience n'a pas été... les 3 premières fois où j'ai pris du LSD, c'était marrant, c'était plutôt assez agréable, mais sans avoir pour autant d'illumination spirituelle. Et puis j'en ai pris une fois de plus, et cette 4e fois, ça a été incroyablement horrible. Mais par la suite, en ayant pratiqué Zazen, j'ai compris que beaucoup de choses que j'avais vécues sous LSD et qui m'avaient semblé horribles étaient en fait semblables à des choses que je vivais en faisant Zazen. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'une façon différente de voir le temps. Et dans le Zen, on dit que le seul temps qui existe vraiment est l'instant présent. Et si on pratique Zazen, on apprend à apprécier l'instant présent comme étant très réel, d'une façon que je ne pouvais pas comprendre avant de pratiquer Zazen. Mais quelque chose qui m'est arrivé sous LSD, c'est que j'ai perdu la notion du temps. Et c'était terrifiant. Parce que je me souviens qu'à un moment, j'ai réussi à penser, bon, j'ai pris du LSD il y a environ 3 heures, un trip d'habitude dure environ 6 heures, donc dans 3 heures, tout ira bien. Mais pour moi, ça ne voulait rien dire, parce que je ne comprenais pas ce que voulait dire 3 heures. Même si j'essayais, malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y aurait un espace temporel de 3 heures devant moi. C'était impossible, parce que j'étais coincé dans la parfaite expérience de l'instant présent. Mais j'étais coincé dans cette parfaite expérience parce que j'avais pris une drogue qui obligeait cette expérience à se produire. Et le LSD, je ne sais pas ce que ça fait sur le niveau de sérotonine, sur le cerveau, mais ça t'oblige à vivre une situation comme ça. Et si on n'a pas un ancrage pour comprendre ce que ça veut dire, alors au lieu de vivre une belle expérience et peut-être de comprendre une grande vérité sur l'univers, il arrive quelque chose de terrifiant parce qu'on n'est pas capable de le comprendre. Donc, voilà ce que je reproche avant tout aux drogues. On va peut-être comprendre quelque chose de profond en prenant, mais si ce n'est pas intégré au reste de sa vie et à notre façon de voir les choses, alors ça ne servira à rien. Après cette expérience sous LSD, je me suis dit « Oh non, j'y touche plus jamais, c'est fini ». Mais c'était tellement terrifiant. Mais des années plus tard, quand j'ai commencé à vivre les mêmes expériences à travers la pratique du zen, j'y suis allé très doucement. Je suis allé à tâtons, je me suis dit, ok, on va lever le pied là, c'est peut-être un peu trop pour moi. Et puis là, je vais repartir doucement, ok, ça j'ai compris. Maintenant, on va avancer, mais toujours très doucement, un rythme très lent, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de stable et de significatif. Mais je comprends pas bien. Il y a certaines personnes, enfin je crois que si la seule expérience qu'on a de ces choses se fait à travers les drogues, alors on va s'intéresser de près aux drogues, mais ça aide jamais vraiment. Il y a une histoire au sujet de Ram Dass qui a écrit Be Here Now que je trouve intéressante. À un certain moment, ils avaient décidé de poursuivre les effets du LSD, je crois que c'est du LSD qu'ils prenaient à l'époque, pour les sentir de façon permanente. Mais tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était en prendre plus et toujours plus. Et ils racontent qu'au bout d'un moment, comme ils avaient accès au laboratoire d'Harvard, ils pouvaient avoir du LSD liquide.
à l'état pur, et ils en buvaient, ce qui est complètement dingue, parce qu'une goutte suffit à triper pendant 12 heures, et eux, ils buvaient ça comme si c'était de l'eau, apparemment. Mais l'effet restait jamais, parce que ça venait de la substance, plutôt que d'une compréhension plus profonde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles lui, Ramdas, a fini par renoncer au LSD pour se mettre à la méditation à la place, pour accéder à quelque chose de plus profond. Mais oui, je comprends pas vraiment. Il y a certaines personnes qui pratiquent la méditation, qui prennent ces drogues-là. Moi, je vois ça et je me dis, mais pourquoi t'as besoin de ça? Oui, c'était quelque chose d'assez bizarre parce que ça contredit pas mal de mes croyances. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est assez important d'en parler. Comme le livre s'appelle Lettre à un ami mort, j'ai écrit quelques expériences que j'ai eues avec des personnes mortes. Et il y en a une qui est au sujet d'un gars que je connaissais dans un monastère zen qui s'appelle Tassajara. Et il avait beaucoup souffert de dépression et il a fini par se suicider. Et je ne l'avais pas vu depuis un moment quand je me suis rendu au monastère zen de Tassajara en Californie. Et c'était très bizarre parce que je ne pensais pas vraiment à lui ni rien. J'étais juste dehors à attendre d'effectuer une cérémonie parce que parfois quand je vais là-bas, à ce monastère, on me demande d'effectuer des cérémonies zen. Et j'attendais que la cérémonie commence. Et tout d'un coup, je savais que David, c'était son nom. Je savais que David était là. Il était là, à côté de moi, et il est resté quelques secondes, et puis il a disparu. Et c'est dur d'expliquer cette expérience, mais c'est un peu comme si vous aviez un ami proche qui arrivait derrière vous, et vous ne pouviez pas le voir, mais vous saviez qu'il était là. Et en vous retournant, vous pourrez le voir. C'était ce genre d'impression et c'était très fort. Et ce qui s'est passé avec ma mère était un peu pareil. Elle était très malade. Un jour, je suis allé lui rendre visite et environ une semaine plus tard, je me suis réveillé très tôt le matin. Le soleil venait juste de se lever et j'ai entendu aussi distinctement que si quelqu'un avait mis le disque à lire la chanson de John Lennon, My Mom is Dead. Et je l'ai entendu comme un disque. Et j'avais pas peur. J'aurais dû avoir peur parce que c'était comme une hallucination. Je pouvais vraiment l'entendre, mais je savais qu'il n'y avait pas de lecteur de disque en marche. Et je me suis dit, ça va, tout va bien. Et puis je me suis rendormi parce qu'il était encore assez tôt. Et puis j'ai été réveillé environ 1 heure ou 2 heures plus tard par un appel de mon père qui m'a dit que ma mère était morte. Et il ne savait pas exactement à quelle heure, mais quand il s'était réveillé, il avait vu qu'elle était déjà morte depuis un moment. Et je sais quand elle est morte, c'est quand j'ai entendu cette chanson. Et je crois que d'une certaine manière, elle s'était connectée à moi. Mais c'est marrant parce que si je pense à ma propre philosophie au sujet de ces choses, je trouve ça plutôt improbable. Je dirais pas impossible, mais ça colle pas vraiment avec ma philosophie. Je crois que la mort est pas comme on l'imagine. Je crois bien sûr que quand quelqu'un meurt, alors c'est la dernière fois qu'on lui parle. Mon ami qui est mort dans le livre, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer après sa mort. En tout cas, pas que je sache. Mais depuis que ces deux choses-là me sont arrivées, je me dis que la mort n'est peut-être pas vraiment telle qu'on l'imagine.
Mais je ne veux pas proposer une réponse trop définitive à ce qui se passe après la mort. Il y a une vieille histoire zen que je crois avoir incluse dans tous les livres que j'ai écrits. Il y a un gars qui va voir un maître zen pour lui demander « Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ?» Et « Je ne sais pas », lui dit le maître zen. « Comment ça, vous ne savez pas? Ben, vous êtes un maître zen. » « Ben oui, je suis un maître zen, mais je ne suis pas un maître zen mort. » Et c'est une vraie histoire ancienne, un koan. Je ne sais pas ce qui se passe après, mais j'imagine que c'est assez différent de ce qu'on imagine. Je crois que ça rejoint mon idée que le monde n'est pas exactement comme on le perçoit. Pour la même raison, la façon dont on perçoit la mort n'est pas exactement telle qu'est vraiment la mort. Mais je suis aussi réticent à dire qu'il y a quelque chose qui continue après notre mort parce que je trouve que c'est aussi... C'est peut-être une mauvaise compréhension. Mais je ne sais pas. Peut-être. J'ai jamais eu de souvenir d'une vie antérieure. Mais peut-être qu'on se réincarne. Je ne sais pas. C'est une bonne question. J'ai bien quelques spéculations à ce sujet. En fait, une des choses que j'ai essayé de faire dans ce nouveau livre que j'écris, c'est de voir si je peux écrire sur mes propres spéculations sans... Dans la tradition zen, il y a l'idée qu'il ne faut pas parler de choses qu'on ne connaît pas directement par soi-même. Donc, spéculer sur ce qu'est le monde au-delà de ça, c'est un peu courir le risque de donner libre cours à son imagination. Mais je crois que ce qui compte vraiment, c'est que le temps n'opère pas comme on l'imagine. Et c'est quelque chose dont Dogen parle beaucoup dans ses textes, c'est que le temps n'est pas tel qu'on l'imagine. Il y avait un enseignant de l'Advaita Vedanta, qui est une tradition hindouiste sur laquelle je me suis enseigné dernièrement, qui disait que le temps et l'espace sont en nous, et que ce n'est pas nous qui sommes dans le temps et l'espace. Alors que notre façon habituelle de voir les choses, c'est que le temps et l'espace sont extérieurs à nous et qu'on vit dans le temps et l'espace. Mais lui, il dit qu'ils existent en nous. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que quand on dit que le moment présent est le seul moment qui existe, ça veut dire que le moment présent contient le passé infini et le futur infini. Donc ça veut dire que je ne suis pas séparé du passé infini et du futur infini. Ils font partie de moi. Et dans le bouddhisme, il y a aussi cette drôle d'idée qui s'appelle le Dharmakaya, qui est le corps du Bouddha. Et Dogen dit les mêmes choses bizarres sur le Dharmakaya, comme l'univers tout entier et l'espace tout entier sont le vrai corps humain. Ce qui rejoint l'idée du temps et de l'espace qui existent en nous plutôt qu'en dehors de nous. Donc, je crois qu'on est tous bien plus vastes et qu'on a une vie bien plus vaste que ce que notre esprit conscient nous permet de savoir. Et je crois que c'est sans doute une partie du boulot de l'esprit conscient, c'est de nous protéger en quelque sorte. Parce que si on pouvait voir sa propre infinité, on ne pourrait pas accomplir correctement les devoirs d'un être humain. Et peut-être qu'un bon exemple serait comment certaines personnes se consacrent à différentes formes de spiritualité à un tel point qu'elles ne peuvent plus interagir avec le monde. On entend des histoires sur certaines personnes. Je me souviens avoir entendu parler d'un maître en Inde et tout ce qu'il faisait de ses journées, c'était s'asseoir sous une couverture et sourire. Les gens lui apportaient de la nourriture et des offrandes et tout ce qu'il faisait, c'était sourire sous sa couverture. Moi, je me suis dit, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, peut-être que tout ça, c'est très beau pour lui. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il est censé faire en tant qu'être humain?
est-ce qu'il ne devrait pas jouer son rôle d'être humain? Mais peut-être que parce qu'il avait laissé une telle part d'infinité de son véritable être entrer dans sa forme humaine, c'est un peu bizarre, il en avait oublié ses devoirs d'être humain. Et pour moi, la tradition zen consiste surtout à essayer de trouver un équilibre entre ces deux aspects. Il faut essayer de comprendre l'infini de ce qu'on est vraiment, tout en étant capable de nettoyer les WC, ou je ne sais pas ce qui s'impose dans le moment présent, sans en être trop perturbé. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Quel est notre but et notre devoir en tant qu'êtres humains? C'est dur à dire. Tu sais, comme je l'ai dit, j'ai essayé d'en parler dans ce nouveau livre que j'écris. Et dans le livre, j'appelle ça le projet humain. C'est ma façon de penser à ces choses-là. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais j'ai l'impression que l'univers, si on pense à l'univers comme on le voit et on le perçoit aujourd'hui, alors les êtres humains sont des choses très curieuses. J'allais dire des créatures, mais on est des phénomènes curieux dans l'univers. On peut faire des choses que les autres animaux ne peuvent pas faire. Depuis peu, j'ai un chien, et c'est un de ces chiens très curieux et intelligents. Et je vois bien qu'il essaie de comprendre de quoi on parle. Parfois, il me regarde, moi et ma copine, en train d'avoir une conversation. Il essaie de comprendre la conversation, je le vois bien. Et moi, je me dis, ah, j'aimerais bien te dire de quoi on parle, mais bon, tu ne comprendrais pas. Mais on est arrivé à ce niveau qui va bien au-delà de celui de tout autre animal qu'on connaît sur cette planète. Et on a une capacité incroyable à comprendre cette espèce de côté spirituel des choses. Et peut-être, il y a des plantes autour de moi, je ne sais pas si tu peux les voir, mais peut-être que les plantes comprennent aussi leur nature spirituelle. Mais je crois que la plupart des animaux ne peuvent pas le faire. Mais nous, on peut. Et en quelque sorte, on a acquis cette capacité, et j'ai l'impression que l'univers, bon, là encore c'est de la spéculation, mais qu'il veut que ça se produise, il veut qu'il y ait cette intégration, qui est une partie de l'univers qui gagne cette compréhension que le reste de l'univers ne peut pas vraiment avoir. Et notre devoir, c'est de faire que ça se produise. J'ai l'impression que les êtres humains ont un rôle très important à jouer dans l'histoire de la Terre et de l'univers. Et actuellement, on n'est pas prêt à assumer ce rôle, parce qu'on est trop distrait par toutes les autres choses qu'on peut faire. Tu sais, on peut fabriquer des ordinateurs, on peut créer toutes sortes de divertissements et des choses pour s'amuser. Il y a de la très bonne nourriture, il y a des restaurants, enfin, il n'y a rien de mal à tout ça. Mais on est trop distrait par tout ça, si bien qu'on en oublie qu'on a ce devoir plus important envers l'univers dans son ensemble. Et si je devais faire de la spéculation un peu folle, je dirais qu'il y a sans doute, bon, c'est quelque chose que je dis comme ça, mais il y a sans doute d'autres endroits dans l'univers, des planètes où il y a des gens qui ressemblent à des êtres humains peut-être, qui existent et qui ont peut-être déjà avancé au-delà du stade où nous en sommes. Mais peut-être que si on n'a pas de nouvelles des extraterrestres, c'est parce que ils savent qu'on n'en est pas encore là. On n'est pas prêt à assumer notre rôle. Mais quand on arrivera à trouver notre vraie place et ce qu'on est censé faire ici, peut-être que beaucoup de nouvelles possibilités se présenteront à l'humanité qui ne sont pas encore disponibles maintenant. Bon, bien sûr, c'est sûrement parce que je suis un fan de science-fiction, alors je me projette. Mais peut-être qu'il y a un endroit plus vaste dans cet immense univers auquel on pourra accéder quand on sera prêt. Et j'ai l'impression que le bouddhisme est notre version humaine sur la planète Terre de l'une des façons de progresser vers ce but.
Mais bon, j'aime pas parler de ça parce qu'après, j'ai l'impression d'être un de ces cinglés qui vont sur les plateaux télé pour parler des extraterrestres. Et je peux être comme ça par moment. Après tout, j'ai travaillé pour une boîte qui produisait des films de science-fiction, donc bon. Oui, je crois que c'est important qu'on ait ces priorités. Parce que si on détruit la planète à cause du changement climatique ou à cause d'autres choses auxquelles on doit faire face aujourd'hui, alors on réalisera jamais notre plein potentiel. Donc je crois que c'est important qu'il y ait des personnes qui travaillent dans ce sens. Et je crois qu'il y a des personnes qui œuvrent pour ça. Mais ça reste un problème parce qu'il y a d'autres personnes qui vont à l'encontre du travail qu'elles font. Et c'est compliqué de faire comprendre à tous le problème dans son ensemble. Mais il y a aussi un rôle à jouer pour les personnes qui vont, on pourrait dire, au-delà de ça. Donc, c'est pas forcément nécessaire que tout le monde se batte contre le changement climatique ou pour les droits de l'homme ou pour telle ou telle cause. Du moment qu'il y a certaines personnes qui s'en occupent et qu'il y en a d'autres qui vont dans le même sens. Mais je crois que le projet humain fonctionne en partie parce qu'il y a différentes personnes pour jouer différents rôles. Et c'est comme ça que la société peut fonctionner. Donc, celles qui se concentrent plus sur les aspects spirituels et plus transcendantaux ont aussi un rôle important à jouer pour faire fonctionner ce projet. Et je crois qu'on a besoin des deux. Je crois que c'est vrai qu'à un certain niveau, on a tous une chose pour laquelle on est fait. Mais bon, parfois quand on y pense comme ça devient trop abstrait et les gens se mettent à avoir des idées bizarres là-dessus. Donc, ce qu'on est censé faire, enfin, c'est ma façon de le comprendre, mais c'est plutôt de fonctionner instant après instant. Qu'est-ce que je suis censé faire là, à ce moment précis? Parce que si on essaie de trouver son grand but dans la vie, alors ça devient trop compliqué. Pour moi, dans la vie, souvent, ça a été trop compliqué. Au début, je n'avais pas prévu de devenir un maître spirituel ou un maître zen ou rien de tout ça. J'ai presque l'impression que c'est quelque chose qu'on m'a imposé. Moi, je voulais faire autre chose. Je voulais être musicien professionnel ou réalisateur, ou bien écrire des romans, ou faire des choses que je pensais vouloir faire. Et puis, au fil des ans, à mesure que la vie avance, je me retrouve à faire des vidéos comme ça, et je rencontre des gens qui s'intéressent aux mêmes questions. Et pour moi, maintenant, mon rôle, c'est ça. Et ma façon de le voir, c'est de comprendre instant après instant ce que je dois faire. Et puis ce que je dois faire à l'instant d'après, et ainsi de suite. Donc j'essaie de relier tout ça sans pour autant trop me focaliser sur une idée en me disant « ça c'est mon destin ». Parce que quand on se dit « ça c'est mon destin », on va se dire « ah non, 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 je veux pas faire ça ». Parce que si on me dit que ma destinée, c'est de voyager dans le monde pour parler du zen, je vais être là, oh non, j'ai pas envie de faire ça. Je vais avoir l'impression que je préférerais faire autre chose. Mais si c'est mon destin, alors d'accord, je vais faire ce que je dois faire maintenant, à cet instant précis. Et puis, je vais attendre que l'instant suivant se présente pour me dire, d'accord, bon, là, c'est ce que je dois faire maintenant, à cet instant. Oui, c'est vrai. C'est difficile parce qu'on a ses propres désirs qui viennent un peu de ce qu'on est en tant qu'être humain. Dans la philosophie hindoue, ils ont une expression marrante que j'ai vue il n'y a pas longtemps, mais que maintenant je rencontre sans arrêt. C'est le corps de nourriture. Et ce qu'ils disent, c'est que notre corps, en fait, n'est que de la nourriture. Et quand on y pense, bah oui, c'est vrai, mon corps, c'est rien que la nourriture que j'ai mangée au fil des années précédentes. Et maintenant, c'est ça. Et notre corps de nourriture, c'est marrant cette expression, a certains désirs qu'il veut assouvir.
Par exemple, il veut plus de nourriture, ou il veut du sexe, ou bien il veut du plaisir, ou il veut s'amuser. Enfin, tout ce qu'il peut désirer à ce moment. Et ça, c'est ce que le corps demande. Mais on a aussi un autre côté en nous. Les bouddhistes n'aiment pas trop séparer le corps et l'esprit. Mais d'une certaine manière, c'est une séparation utile. Parce qu'on peut dire qu'on a aussi cet objectif plus élevé vers lequel on tente d'aller. Et encore une fois, c'est ce que j'aime beaucoup dans le bouddhisme, c'est qu'on essaie d'équilibrer ces deux aspects. Il y a des philosophies qui vont complètement pencher du côté spirituel et qui vont dire là on va être hyper spirituel et on va tout faire dans ce but. Et puis il y a ce qu'on trouve le plus communément dans la société, c'est-à-dire ne répondre qu'aux besoins matériels, répondre aux besoins corporels, aux besoins alimentaires et à ce que veut le corps. Et ne veiller qu'à satisfaire ces besoins-là. Et le bouddhisme essaie d'équilibrer ces deux aspects, c'est-à-dire qu'on va garder le corps en bonne santé pour qu'il soit capable d'accomplir ce qu'il doit faire, mais on va aussi veiller à la bonne santé du côté spirituel pour qu'il soit aussi capable d'atteindre ses objectifs. Et la balance ne penche jamais complètement ni d'un côté ni de l'autre. Et je crois que c'est ça qui est très important. Quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est une des idées un peu bizarres du bouddhisme sur le fait qu'il n'y a ni bien ni mal. Quand on essaie de devenir une meilleure personne, on réagit le plus souvent à une idée bien précise, une notion bien précise de ce que fait ou de ce qu'est une meilleure personne. Et parfois, ce n'est pas un problème. Parfois, c'est bien de garder à l'esprit ce que ferait une meilleure personne. Mais la plupart du temps, c'est juste une fonction de plus de notre ego. C'est notre ego qui essaie de se rendre plus important en devenant une meilleure personne. Donc, la façon de s'y prendre pour y arriver, c'est de renoncer à toute idée de ce que ferait une meilleure personne et de voir, grâce à cette sorte de sagesse, la prajna, ce qui est très difficile à faire, ce que cet instant précis demande qu'on fasse. Et je crois que c'est ce que je voulais dire en parlant de prajna. Et c'est très difficile à faire, et c'est pour ça qu'on pratique Zazen. Moi, je médite 2 à 3 fois par jour, rien que pour calmer un peu mon esprit, pour mieux voir ce que cette prajna, cette sagesse me demande de faire quand j'ai besoin de le savoir. Quel conseil de vie j'aurais aimé recevoir il y a 30 ans? Tu sais, c'est marrant parce que je crois que je m'en suis pas trop mal tiré. Il y a beaucoup de choses que j'essayais de faire qui étaient surtout une perte de temps. Et si j'avais su tout le temps que je perdais là-dessus, je crois que j'y aurais consacré moins de temps. Mais c'est dur à dire. Tu sais, les conseils de vie que je me serais donnés à moi-même, je me rends compte en fait que je les ai reçus. C'est mes enseignants qui me les avaient donnés. Mais ils m'avaient dit ce que j'aurais dû savoir et pourtant je ne les ai pas écoutés. Il y a un enseignant que j'ai vu dernièrement et j'avais lu son livre. Et il dit que pour les petits désirs, on peut être plutôt strict avec soi-même et ne pas faire ce qu'on désire. Mais pour les désirs plus importants, souvent la meilleure des choses à faire, c'est d'assouvir le désir. Et une fois que le désir est assouvi, de se rendre compte qu'on n'aurait pas dû le faire. Mais bon, je crois que c'est un peu toujours comme ça pour tout le monde. Mais dans la mesure du possible, je crois que c'est bien d'essayer d'être plutôt strict avec soi-même. Et c'est pour ça qu'il y a des préceptes dans le bouddhisme. C'est pour faire ce qui est bien, ce qu'il faut faire, et éviter de trop dévier. Mais parfois, le désir est trop fort. Et on est obligé de l'assouvir. Et on va faire une erreur et il n'y a qu'en commettant cette erreur qu'on peut apprendre. Donc je ne sais pas. Je me donnerai sans doute le même conseil que je sais avoir reçu. Mais cette fois, je n'ignorerai pas.
tonight. Well, I'd like to thank you for being here tonight. Well, I hope you all had a good time. I see some people that I know. Well, I rock it out tonight. Oh yeah. All right. Yeah. Rock it out tonight. Well, I'd like to thank you for being here. Hope you had a good time. See some people that I know. Well, I rock it out tonight. Alright. Get on. Get tight. Rock it out tonight.